Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le siège de l'opposition saccagé, arrestation en série et médias privés bâillonnés. La situation se dégrade en Guinée-Bissau 4 jours après le coup d'État. L'Union africaine a suspendu le pays avec effet immédiat, tandis que le président déchu Umaro Sissoco Embaló a trouvé refuge à Brazzaville. Une mission de la CEDEAO est attendue pour exiger des garanties et tenter d'enrayer l'escalade. Nous parlerons aussi des élections régionales au Cameroun qui se tient 7 semaines seulement après la présidentielle qui a vu la victoire de Paul Biya pour un 8e mandat et toujours contesté par son principal challenger Issa Chiroma Bakary. Et notre focus de ce dimanche s'intéresse au prix des billets d'avion en Afrique. Pourquoi un Kinshasa-Abidjan peut coûter plus cher qu'un Paris-Tokyo ? En Afrique, voyager entre les capitales du continent reste un luxe pour beaucoup. À qui la faute ? Taxes, carburant, manque de concurrence. Focus sur un ciel africain verrouillé avec Paul Kiambareto, professeur à la Montpellier Business School et expert de l'économie du transport aérien. On ouvre ce journal par la crise politique en Guinée-Bissau. Le siège du PAIGC, principal parti d'opposition, a été envahi et dégradé par des miliciens armés alors que son leader, Domingos Simões Pereira, et plusieurs responsables politiques, magistrats et membres de commissions électorales sont détenus sans base légale. L'Union africaine a suspendu la Guinée-Bissau avec effet immédiat et le président renversé, Umaro Sissoco Embaló, est désormais à Brazzaville. Le point avec Aminatou Diallo. Dans un communiqué officiel publié samedi, le PAIGC affirme que des hommes armés ont envahi le siège national du parti, ont expulsé tout le personnel sur les lieux et forcé les portes de plusieurs bureaux. Situé en plein centre de Bissau et à 2 pas du palais présidentiel, les locaux de ce parti historique de Guinée-Bissau ont été entièrement fouillés et les militants interdits d'accès. Le PAIGC qualifie ces faits de violation manifeste de l'état de droit et estime qu'il s'agit d'une atteinte à l'ordre constitutionnel. Le parti évoque une opération de mise en scène qui vise à les incriminer. On avait déjà les informations dans les dernières semaines. Il y a une tentative d'introduire de l'armement dans le siège du PAIGC de façon à déclencher un procès contre nous. Notre appel, c'est qu'il y ait de bons consensus et que les lois et la constitution de la République de Guinée-Bissau soient observées et que les institutions démocratiques soient rétablies. Les raisons de cette fouille n'ont toujours pas été données par les militaires au pouvoir et selon les dernières informations que nous avons, le principal opposant DSP, Domingos Simões Pereira, serait toujours détenu. Samedi, de légers échauffourées ont été signalés en périphérie de Bissau et ce dimanche, le calme est progressivement revenu dans la ville. Les patrouilles militaires, cependant, continuent de circuler dans plusieurs quartiers de la ville. Direction Madagascar où un appel téléphonique suscite de nombreux commentaires. C'est le président Emmanuel Macron qui a appelé son homologue malgache pour lui proposer le soutien et l'aide de la France lors du processus de transition sur l'île. Une promesse dont la société civile malgache se méfie et qui survient alors que cette dernière s'inquiète de la direction que prend les autorités de la transition. Les explications de Clémence Valère. Ils ne se sont pas encore rencontrés, mais déjà le président français Emmanuel Macron cherche à se positionner vis-à-vis des nouvelles autorités à Madagascar. Selon l'Élysée, lors de son entretien téléphonique avec son homologue malgache, il a salué l'annonce d'un processus de concertation nationale, d'une série de réformes, ainsi que l'organisation d'élections dans des délais raisonnables. Il a par la suite proposé l'appui de la France. La France souhaite accompagner et soutenir la transition en cours conformément aux aspirations exprimées par le peuple malgache, en particulier la jeunesse. Le président de la République a également annoncé le versement d'une aide budgétaire affectée notamment à la sécurité alimentaire dans le pays. Une promesse de soutien que le président français avait déjà émise une semaine auparavant lors de sa visite sur l'île Maurice. Le coup d'État a ravivé le ressentiment contre l'ancienne puissance coloniale française. L'exfiltration par Paris de l'ex-président Ange Rajouel a indigné de nombreux malgaches. Sur place, des membres de la société civile de la Grande Île ont émis des critiques quant à la direction prise par la transition.
Selon eux, il y aurait des signes inquiétants de continuité avec les mauvaises pratiques du passé. On passe au Cameroun où les élections régionales se sont tenues ce dimanche, un mois et demi après la présidentielle du 12 octobre. Ce scrutin intervient dans un contexte particulier après la présidentielle et la victoire de Paul Biya, toujours contestée par son principal challenger, Issa Chiroma Bakary. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h heure locale et selon le ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Latangandji, le vote s'est déroulé dans le calme sur toute l'étendue du territoire national. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un scrutin indirect puisque ce sont les élus municipaux et les chefs traditionnels qui désignent les conseillers régionaux des 10 régions du pays. Le corps électoral étant celui de 2020 puisque les élections législatives et municipales ont été reportées à l'année prochaine. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir qui contrôle déjà 9 régions sur 10, devrait confirmer sa domination. Ces élections régionales se tiennent dans un contexte particulier, un mois et demi après l'élection présidentielle qui a vu Paul Biya empiler pour un 8e mandat de 7 ans, une victoire toujours contestée par son principal adversaire, Issa Chiroma Bakary, qui, depuis son exil gambien, a lancé en ligne ce qu'il a appelé les régionales du peuple. Son porte-parole, Maître Alice Combe, a également appelé à des villes mortes de 3 jours à compter de ce dimanche, des mots d'ordre très peu suivis à ce stade. Une cargaison de Yellow Cake a quitté la ville d'Arlit dans le nord du Niger. Ce produit transformé à base d'uranium est issu de la production de la Somaïr, une entreprise nigérienne majoritairement détenue par le groupe français Orano. Le stock d'uranium déjà extrait de la Somaïr du Niger est au centre d'un conflit géopolitique entre l'industriel français et l'État nigérien et pourrait être vendu illégalement à la Russie. Les détails avec Harold Girard. Cette cargaison, elle est issue d'un stock d'environ 1400 tonnes d'uranium évalué à environ 250 millions d'euros dont les bénéfices sont censés être partagés entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Orano. Mais après plus de 2 ans de dispute, le Niger a décidé de vendre son uranium selon ses propres termes, une décision souveraine selon son leader, le leader du pays, Abdourahmane Tchiani. Selon plusieurs sources nigériennes, eh bien, cette cargaison, elle emprunterait un large détour en passant d'abord par l'ouest du Niger, puis en traversant le territoire burkinabé pour finir sa course au port de Lomé, au Togo, depuis lequel, selon ces mêmes sources, eh bien, ce Yellow Cake serait exporté vers la Russie, une version que les autorités nigériennes démentent. Orano, de son côté, dénonce un transport illégal alors même que le groupe a rappelé dans un communiqué paru cette semaine qu'une décision, un arbitrage international avait été rendu récemment en sa faveur. Selon cette décision, justement, ce Yellow Cake, cette cargaison d'uranium, ne devrait pas être vendue pour l'instant à un tiers. Et cette information qui nous parvient du Mali, l'approvisionnement en carburant s'est nettement amélioré à Bamako après des semaines de pénurie provoquées par les attaques djihadistes du JNIM contre les convois de citernes. L'arrivée des cargaisons escortées par l'armée malienne et ses alliés russes ainsi que les forces nigérianes ont permis une accalmie, même si une trêve officieuse avec les djihadistes serait sur le point d'expirer. Si la capitale elle retrouve un semblant de normalité, le reste du pays reste sous blocus ou rationnement. Et alors un score qui ferait pâlir plus d'un président. Samuel Eto'o a été largement réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football, obtenant 85 voix sur 87 lors d'un scrutin où il était l'unique candidat. Cette reconduction intervient malgré les tensions persistantes avec le ministère des Sports qui contestait la légalité du processus électoral. L'ancien attaquant entame donc un second mandat dans un contexte délicat, marqué par l'échec des Lions indomptables à se qualifier pour le Mondial 2026 à l'approche de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc.
Et on passe à notre focus de ce dimanche soir. On s'intéresse à un sujet qui fâche, les prix des billets d'avion en Afrique. À l'heure où l'intégration régionale est un objectif affiché, se déplacer d'un pays africain à un autre coûte parfois plus cher qu'un vol intercontinental. La faute à un cocktail explosif, de taxes élevées, d'un marché fragmenté ou d'une faible concurrence. Pourquoi ces prix sont-ils si élevés? Surtout, comment faire pour changer la donne? Pour en parler, on reçoit Paul Kiambaretto, professeur à la Montpellier Business School, directeur de la chaire Pégase sur l'économie du transport aérien. Merci à vous de nous rejoindre sur France 24. Merci pour cette invitation. Alors, vous travaillez sur l'économie du transport aérien depuis des années. Expliquez-nous d'abord, en quelques mots, pourquoi les billets d'avion sont si chers vers l'Afrique, mais aussi entre pays africains. Alors absolument. En Afrique, en moyenne, les billets d'avion sont 30 à 40% plus chers à distance équivalente par rapport à ce qu'on pourrait trouver en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Et c'est une conjonction de facteurs qui est assez intéressante. Ça s'explique à la fois par des facteurs relatifs au coût de l'énergie, au coût du kérosène, tout simplement, qui est beaucoup plus élevé en Afrique que dans d'autres pays. À la prépondérance des taxes aussi, qui sont significativement plus importantes en Afrique. On va avoir aussi des problèmes qui sont liés au volume de passagers. Après tout, l'Afrique, c'est 12% de la population, mais c'est seulement 2% des passagers. Donc en fait, on n'arrive pas à générer suffisamment d'économies d'échelle pour faire baisser les prix. Et puis surtout, malheureusement, c'est le manque de libéralisation, le manque de concurrence en Afrique. Et c'est ce cocktail un peu de facteurs qui explique les prix beaucoup plus élevés en Afrique. Alors, aidez-nous à comprendre, sur un billet d'avion, quelle part revient en moyenne à la compagnie, quelle part est absorbée par les taxes et les redevances? Alors, ça va dépendre, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en Afrique, les taxes et les redevances, elles vont représenter jusqu'à 60-70% du prix du billet, alors que de manière générale, dans le monde, on est plutôt autour de 45-50%. Mais Donc ça veut dire que c'est ces taxes, énorme. elles sont beaucoup plus importantes. C'est énorme, Alors, est-ce exactement. que Et ça s'explique. qui fixe Allez-y. les taxes? Est-ce que les gouvernements africains ont une marge pour alléger ces taxes? Alors, il y a des taxes qui sont liées aux États en tant que tels, et après, vous avez les redevances. Les redevances, elles sont finalement payées par les compagnies aériennes, par les passagers, aux aéroports pour l'utilisation de leurs infrastructures. À chaque fois qu'un avion va atterrir, qu'un avion va décoller, qu'un avion va être au contact du terminal. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que les aéroports africains sont relativement petits en taille, et donc, résultat, ils ne génèrent pas beaucoup d'argent pour les recettes qui sont non aéronautiques, c'est-à-dire les duty-free, les Ouais. restaurants, les parkings pour les voitures. Et finalement, les aéroports africains sont obligés d'aller chercher de l'argent uniquement sur les recettes aéronautiques, ces redevances-là, et donc résultat, ça coûte beaucoup plus cher. Et Mm. aussi, un des enjeux, c'est que finalement, vu qu'il y a peu de passagers en tant que tels dans les avions ou dans les compagnies africaines, ces coûts qui sont souvent des coûts fixes, il faut les répartir sur un nombre plus faible de passagers, et donc résultat, ça contribue à tirer à la hausse les prix. Alors, quelle est la solution finalement? Comment est-ce que on peut s'en sortir? Alors, la solution principale, même s'il y en a plusieurs sûrement à travailler, mais en tout cas, l'axe principal d'amélioration, c'est la libéralisation du transport aérien africain. Actuellement, le marché africain n'est pas assez libéralisé. Il y a eu des premiers accords qui ont lieu à la fin des années 90, les accords de Yamoussoukro. Il y a eu un accord après en 2018, mais qui n'a pas été ratifié par l'ensemble des pays et qui n'est pas encore totalement mis en place. C'est le fameux Et projet toutes de les... ciel unique africain? Absolument, tout à fait. C'est le ciel unique africain. Actuellement, vous avez qu'une douzaine de pays qui l'appliquent véritablement. Et toutes les études montrent que si cet accord était mis en place, on arriverait à faire baisser les prix de l'ordre de 25% dans les 2 années qui suivent la signature. Donc ça veut dire que c'est un véritable levier de pouvoir d'achat pour les passagers aériens africains, cette libéralisation. Alors, Puis cette libéralisation, elle va générer plus de vols et puis oui. elle va permettre l'entrée de nouvelles compagnies, dont entre autres les compagnies à bas coût. Justement, pourquoi, très rapidement, pourquoi il n'y a pas plus de compagnies low cost panafricaines notamment, comme c'est le cas ailleurs dans le monde? Absolument. Tout à fait. Alors, il y a quelques compagnies aériennes low cost africaines, mais globalement, elles sont peu représentées. Elles représentent à peu près 10% du volume de passagers en Afrique, contre à peu près 35-40% dans le reste du monde. Oui. Donc, c'est relativement peu.
Pourquoi? Parce que les taxes sont très élevées, trop élevées, et ça, qu'on soit low cost ou une compagnie aérienne traditionnelle, on ne peut pas baisser les taxes. Absolument. Et donc, finalement, les marges de manœuvre sont plus faibles. Il n'y a pas assez de passagers aussi pour pouvoir permettre aux avions de voler suffisamment dans la journée, donc d'améliorer la productivité d'une certaine façon de ces avions. Ouais. Le carburant coûte très cher aussi, et c'est un des postes principaux. Donc, résultat, les marges de manœuvre sont pour l'instant limitées. Mais surtout, c'est la barrière légale, l'impossibilité de pouvoir rentrer sur ces marchés qui sont trop souvent protégés pour protéger en fait la compagnie aérienne nationale. Merci beaucoup Paul Kiambareto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce journal de l'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Bissau à Tananarive en passant par Montpellier. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. J'ai regardé ce film, c'était une fille où il y a un requin blanc qui lui avait mangé la jambe. La mère, elle était pleine de sang. Peut-être que la journée, j'oublie tout, mais le soir, j'oublie rien, donc ça revient. Moi, quand je me dis que c'est pas grave, ça passe. Moi, ça passe jamais. Quand je regarde un truc qui fait peur, ça passe jamais. Quoi qu'ils en disent, les images ont toujours un impact. Aidons-les à ne pas subir.